Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et tous. Et aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette série d'émissions qu'on a lancée le mois dernier sur les guerres oubliées, ou en tout cas méconnues du public français. On avait fait une première émission autour de la guerre de la Triple Alliance 1864-1870 entre le Paraguay d'un côté, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay de l'autre, avec Marie Vesco et Antoine Rousseau du podcast La Panaméricaine. Et aujourd'hui, nous parlons d'un autre conflit, largement aussi méconnu. Nous avons le plaisir d'être avec le commandant Julien de l'armée de terre et de l'école de guerre. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on sera en Afrique au XXe siècle, plus précisément en Angola en 1988 pour la bataille de Cuito-Cuanavale, un des derniers épisodes de la guerre froide, ou plutôt chaude en l'occurrence, mélangé à une guerre civile africaine et à une guerre de décolonisation, dont on va parler ensemble. Et du coup, c'est l'occasion de préciser, Alexandre, que cette initiative des conflits méconnus a reçu beaucoup de retours très encourageants. Ouais, tout à fait. Ce qui était, c'est super, c'était l'objectif, puisqu'on disait aussi qu'on était très ouvert aux suggestions de guerres méconnues. On en a reçu plein. Et on l'est toujours ouvert, même si on a reçu déjà énormément d'idées, avec ce léger paradoxe, il faut le dire maintenant, que quand beaucoup de monde nous suggère la même guerre, c'est qu'elle n'est pas si méconnue que ça. Typiquement, je pense qu'on nous a soufflé des dizaines de fois la guerre du football ou la guerre des senteurs entre le Salvador et le Honduras en 1969, plus ou moins suite à un match de foot. Alors c'est marrant, et peut-être qu'on en fera un épisode, mais on s'est dit qu'on allait un peu varier et partir pour d'autres horizons, même s'il y a encore un peu d'Amérique latine dans la guerre d'aujourd'hui, que vous avez étudié, commandant. C'est un article qui n'est pas encore publié, mais qui sera vraisemblablement publié dans quelques semaines ou quelques mois. On mettra, on l'indiquera quand il sortira. Mais c'est un angle d'analyse d'histoire militaire paramilitaire, que personnellement j'aime beaucoup et auquel on va essayer de rendre justice, parce qu'il faut préciser que les militaires font aussi de l'histoire militaire, ça fait partie de la formation, et c'est bien de le montrer et de le rappeler un peu de temps en temps. Mais c'est une idée qui est partie de cet appel à projet, de cet appel à idées qu'on avait fait à la fin de la dernière émission, parce que je vais dire, et alors ça n'engage que moi évidemment, que personnellement j'avais aucune connaissance de cette affaire, ni de la guerre, ni de la bataille, ni de la présence de Cubains en Angola. Si je pense que j'ai dû le savoir un jour, au-delà du fait assez connu que les Cubains avaient essayé d'aider un peu la révolution partout dans le monde. Mais voilà, personnellement, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Donc peut-être qu'en fait, c'est les guerres méconnues d'Alexandre. Et d'Alexandre et André, c'est déjà un premier prisme. Mais en tout cas, on va creuser cette affaire. La preuve qu'on est très ouvert à toutes les suggestions. Puis, si ça permet à André de sortir ses vieux t-shirts à la gloire de Che Guevara, c'est évidemment tout bénef. Alors c'est évidemment une calomnie. J'ai à la limite des t-shirts Compay Segundo pour rester à Cuba, mais certainement pas le Che. Ceci dit, pour commencer sur notre affaire de l'Angola à la fin des années 1980 et que viennent faire les Cubains dans cette guerre angolaise, il faut peut-être donner un petit peu de contexte et des éléments sur cette colonisation, ou plutôt cette décolonisation extraordinairement tardive, puisque après la Seconde Guerre mondiale, il y a une première grande vague de décolonisation, on le sait, avec des indépendances comme celle de l'Inde et du Pakistan en 1947. Pour les colonies portugaises, ça dure jusqu'en 1975. Et même encore au-delà, avec une guerre civile qui n'en finit pas, et qui n'en finit pas même jusqu'au XXIe siècle. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire ce qu'est l'Angola, cette colonie portugaise, et qu'est-ce qui se passe en 1974-75, qui amène à l'indépendance, qui est en fait la matrice de la situation dont on va parler aujourd'hui? Alors effectivement, André, c'est très intéressant. Dans ce conflit, il y a plein de choses qui viennent. Moi, par exemple, j'y suis venu parce que, à la base, je suis tankiste. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait des chars qui avaient été engagés en Afrique après la grande bataille des Alamein en 1942. Mais pour répondre bien précisément à la question que vous m'avez posée sur cette période coloniale et celle du Portugal, en fait, c'est très particulier et très lié aux Portugais et à leur façon en fait d'entrer dans le deuxième XXe siècle, parce que le Portugal, qui n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale et qui, comme chacun le sait, a été donc sous l'emprise de la dictature de Salazar jusqu'à la fin des années 60, puis de ses successeurs jusqu'à la révolution des œillets en 74, est un pays et une économie qui misait tout sur les restes de son empire colonial. Et donc, en 1974, quand la révolution des œillets éclate, en avril 1974, il faut imaginer que pour les Portugais, c'est 150 000 hommes dehors, sur 3 théâtres d'opérations différents, dont le principal est l'Angola, mais vous avez aussi le Mozambique et la Guinée. Et donc, on arrive à un moment où le coût-bénéfice pour le Portugal devient ingérable. Et pourtant,
économiquement, comme les Portugais ne se sont pas serrés dans les 30 glorieuses qu'on a connues en Europe, ils en ont besoin. Il faut savoir que en fait, les Portugais sont présents depuis le XVe siècle sur les côtes portugaises, mais ne commencent l'exploitation... Sur les côtes africaines. Sur les côtes africaines, pardon, mais en Angola notamment, depuis le XVe siècle, mais ne commencent l'exploitation du territoire angolais, qui est très riche en matières premières, pétrole évidemment, café, minerais, qu'à partir des années 20. Et donc vous avez, après la Deuxième Guerre mondiale, et une sorte de baby-boom portugais, une véritable exploitation dans les années 50 de l'Angola, qui fait que les Portugais, même ceux qui voudraient se retirer de l'épopée coloniale, ne le peuvent pas parce que l'économie portugaise est sous-tendue par une exploitation des ressources. Il faut peut-être dire, c'est le moment de prendre une carte, évidemment, comme toujours, mais là, ça va être particulièrement important. Rappelez que l'Angola, c'est sur la côte occidentale, la côte ouest de l'Afrique. Et ça va être très important, c'est juste au-dessus de la Namibie et du Botswana qui, à ce moment-là, sont des territoires plus ou moins colonisés par l'Afrique du Sud, mais globalement, c'est vraiment vers le sud de l'Afrique. Et simplement rajouter que par ailleurs, il y a quoi faire des émissions entières sur les rêves impériaux du Portugal. D'ailleurs, vous en avez fait, André, avec... Oui, on avait parlé avec Victor Pereira en particulier, du lien, dans Parole d'Histoire, du lien entre justement ces conflits coloniaux qui n'en finissent pas et la révolution des œillets, parce que c'est aussi, à bien des égards, une des causes de la mobilisation portugaise contre la dictature, que ces guerres qui épuisent la société, la population, les jeunes conscrits qui ne veulent plus y aller. Avec en plus, ils ont fait des trucs... Enfin, il y avait tous des cadres mentaux, le luso-africanisme, etc., l'espoir d'avoir un empire qui soit mélangé, un truc très Algérie française d'ailleurs, avec 15 ans de retard. Le discours sur le métissage, qui serait le seul empire sans discrimination raciale, ce qui évidemment, quand on connaît les sociétés comme celle du Brésil ou du Cap-Vert, voilà, c'est légèrement discutable. Très compliqué. Mais donc on arrive à ce moment de l'indépendance, et ce moment où l'indépendance même n'est pas encore achevée, mais où elle se profile, et où déjà ça commence à péter, en Angola, disons-le, entre plusieurs mouvements indépendantistes d'obédience différente, beaucoup communistes, même s'il n'y a pas que, enfin il y a des Mao, il y a des communistes, etc. Et ce moment, peut-être que vous allez nous expliquer, mais où les Cubains décident que pourquoi pas. En fait, voilà, il y a deux points importants pour parler de ce qui va se passer en 74 et surtout en 75 à l'indépendance définitive de l'Angola. C'est que contrairement à la Guinée, par exemple, en fait, les mouvements indépendantistes angolais ne sont pas prêts et ils sont surpris par la révolution des œillets. Et donc, vous avez trois mouvements qui sont sous-tendus par des luttes idéologiques, mais aussi, comme souvent en Afrique, par des luttes ethniques. Donc, vous avez le FNLA, donc le Front National de Libération de l'Angola. Vous avez le MPLA qui va être le mouvement majoritaire qui va rapidement contrôler ce qu'on va appeler l'Angola utile, où il y a les grandes villes, donc le mouvement populaire de libération angolais d'obédience marxiste. Voilà, en gros, ce sont les copains des Cubains. C'est ça, eux c'est les copains des Cubains. Et puis vous avez l'UNITA, donc, qui lui est un mouvement qui est plutôt lié au centre du pays et qui est au début un challenger des deux premiers, parce qu'en fait le MPLA c'est le mouvement de Luanda, donc la capitale, et le FNLA c'est plutôt le mouvement qui est lié à la région de la Cabinda et donc du pétrole. Donc ça c'est plutôt au nord, notamment soutenu par des Aïrois. Et vous avez des gens qui sont soutenus par les Aïrois, et en fait Cuba arrive dans ce jeu bien avant 74-75, et d'ailleurs, ils arrivent par le Congo. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, dans la première tentative d'exportation de l'internationalisme révolutionnaire, les Cubains, à travers Guevara, s'installent une première fois au Congo. Et donc, ils rencontrent tous ces gens. Ils n'y vont pas tout de suite, mais ils entraînent, comme ils échouent en fait au Congo-Zaïre, clairement les Cubains, et dans leurs rêves, leur chimère internationaliste, ils se raccrochent à tous les mouvements qui sont à Kinshasa, et donc ils aident ces mouvements, et en particulier le MPLA. Avec juste, je vais préciser, cette grande poésie de l'UNITA, qui est quand même un mouvement à la base maoïste et qui finira soutenu par l'Afrique du Sud de l'apartheid et les États-Unis, et globalement le bloc occidental, c'est quand même d'une très grande poésie. Et une réception de Ronald Reagan, de Jonas Savimbi, qui sera reçu en grande pompe par Ronald Reagan. Mais on n'est pas une contradiction près, parce que dans les années 80, on le verra peut-être plus tard, mais en fait une grosse partie des devises rentrées par le MPLA et donc les Angolais marxistes, l'est via l'exploitation du pétrole par des grosses compagnies américaines en Cabinda, protégées par des troupes cubaines.
Peut-être quelques éléments sur les raisons qu'ont les Cubains de se lancer dans cette aventure africaine, même avant 74-75, dès les années 1960, vous l'avez rappelé au Congo. Il faut voir aussi que c'est une période, les années 1960, qui marque la détente États-Unis-URSS, par certains côtés, mais ça veut dire aussi que du côté de l'anti-impérialisme et du côté du communisme mondial, il y a plein de gens qui trouvent qu'en gros, les soviétiques, c'est plus ça, et c'est plus eux le moteur de la révolution, et on doit se tourner, on doit assumer le rôle de leader d'émancipation des peuples opprimés, donc c'est la Chine de Mao, c'est Cuba, qui disent, puisque les soviétiques laissent tomber et qui se mettent d'accord avec les États-Unis, pour simplifier, c'est à nous de reprendre le flambeau et de relancer ces luttes et de créer, suivant l'expression de Guevara, 1, 2, 3, 4 Vietnam en allumant des feux un peu partout en Amérique latine. Alors lui, il y perd la vie, mais ça contribue, disons, à cette ambition internationaliste qui vise à faire de Cuba, finalement, le principal leader, malgré sa taille très réduite, des mouvements d'émancipation des peuples dominés. Tout à fait, et ça, en fait, c'est... encore plus qu'à la figure de Che Guevara qui meurt en 67 en Amérique du Sud, en Bolivie, c'est lié à la figure de Fidel Castro, dont Khrouchtchev disait au départ que c'était un jeune poulain fougueux qu'il fallait débourrer. Finalement, il aura du mal à le débourrer, ça lui coûtera peut-être même en partie son poste de secrétaire général du PCUS à Khrouchtchev. Et donc Castro, son île, toujours, aura été trop petite pour lui. Et via l'internationalisme, il se rêve en bolivariste, donc en chef de file exactement de ce que vous avez dit, de cette émancipation des peuples, mais il faut que ça serve son ambition personnelle et son entrée dans l'histoire. Avec par ailleurs un truc un peu bizarre mais intéressant de relation des Cubains à l'Afrique, parce que Cuba est une île où il y a beaucoup de Noirs, et où du coup il va y avoir toute une rhétorique là-dedans des Cubains, enfin des Noirs cubains qui viennent à leur tour délivrer leurs frères restés en Afrique. Enfin bon, il y a vraiment une exploitation assez forte, mais qui explique aussi un statut un peu particulier de Cuba dans l'investissement de ces guerres révolutionnaires en Afrique, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, la première campagne opérative marquante, celle de 75, parce qu'avant c'est plutôt des conseillers qui viennent au coup par coup, elle s'appelle Opération Carlota. Pourquoi ? Parce qu'au 19e siècle, Carlota était une esclave qui s'était rebellé contre les grands maîtres espagnols de l'île de Cuba, et donc symboliquement c'était très fort de le dire. Ce qui est paradoxal, parce que Fidel Castro lui-même incarnait l'élite blanche formée par les jésuites à Cuba, et il n'avait pas une goutte de sang d'esclave en fait. Alors on peut peut-être commencer par dire, voilà, il y a ce moment 75 qui est un premier coup d'éclat des Cubains, c'est-à-dire, voilà, il y a ces trois grands mouvements, MPLA, FNLA et UNITA. Et en gros, il y a une sorte de course, quoi. C'est-à-dire, on sait que l'indépendance va arriver, et en fait, c'est un peu la course à qui prendra la capitale, donc Luanda, en premier, parce que ceux-là seront en bonne position pour devenir les maîtres de l'Angola post-indépendance, et à ce jeu-là, c'est le MPLA avec les Cubains qui va gagner. C'est le MPLA qui va gagner, mais c'était mal parti, parce que vous avez toute une période entre avril 74 et août 74, où il y a une mise en place d'un gouvernement de transition. Et vous avez un phénomène exogène, extérieur, c'est qu'au Portugal, vous avez un coup d'État dans le coup d'État au début de l'année 75, où en fait il y a une peur des généraux qui ont amené la révolution des œillets, que la révolution dérive vers quelque chose de très marxiste, ce qui n'était pas la volonté des modérés, et qui fait s'accélérer l'indépendance dans l'Angola. Et là, le MPLA, qui mettait ses pions dans le gouvernement de transition, en fait, est pris de vitesse. Et à l'été 75, on voit bien qu'il va y avoir un problème et que le MPLA ne pourra pas tenir ses positions. Et en novembre, en fait, à la fin de l'été, entre l'été et novembre 75, Castro décide d'accélérer et il lance l'opération Carlota avec tout de suite, il met sur la table 3000 hommes, avec des moyens lourds pour devancer le FNLA et l'UNITA et permettre au MPLA de s'ancrer dans ce chaos et de le dépasser. Les forces armées cubaines de l'époque, en 1975, est-ce qu'elles sont encore armées par les soviétiques, soutenues à bout de bras par l'URSS ? On sait en même temps que Khrouchtchev, on en a un petit peu parlé, n'était pas très content de la manière dont Castro s'était comporté pendant la crise des missiles, et il avait commencé à comprendre qu'il était assez incontrôlable. Donc, est-ce qu'on a encore une armée cubaine, on va dire, qui est un peu une armée soviétique sous uniforme cubain, ou est-ce qu'il y a une forme d'autonomie des Cubains, et voilà, comment ils s'équipent, comment ils fonctionnent ? Alors la question, elle est intéressante, elle est à plusieurs niveaux. Le premier, sur le fait déclencheur, donc sur la crise des missiles. Autant c'est vrai que Khrouchtchev n'était pas du tout content de quand Cuba avait réagi, autant Castro n'était pas du tout content de la façon dont Khrouchtchev avait joué avec lui pour ses intérêts mondiaux, s'était servi de Cuba. Et donc du coup, les soviétiques, même s'ils ne sont pas contents
de la façon dont Castro est gérable, en fait, parce qu'il n'est pas très gérable, ils sont obligés de l'équiper. Et donc, tout au long des années 60, l'armée cubaine se soviétise et elle envoie ses officiers, notamment un des commandants opératifs qui va être le commandant opératif dont on va parler à la fin de ce conflit, Arnaldo Ochoa, vont se soviétiser. Raúl Castro, qui va être le ministre de la Défense pendant toute la période et jusqu'à son règne dans les années 2010, se soviétise aussi. Et donc on est sur une armée clairement, pacte de Varsovie, dans son équipement, mais qui a une force de projection d'instructeurs, parce que tout au long des années 60, elle projette des détachements d'instruction opérationnelle, soit en Amérique du Sud, soit en Afrique, pour la lutte de guérilla. Donc elle a ces deux visages, mais en 75, elle est tout à fait capable de mener des opérations limitées, mais de haute intensité. Elle a une force de projection, elle a des bateaux, elle a des avions, et elle a des chars. Donc ils vont gagner. Les Cubains et le MPLA qui soutiennent vont gagner. En tout cas, ils vont prendre le contrôle de la plupart du pays, sauf qu'il va quand même rester un bout, notamment la partie sud-est de l'Angola, qui va être sous le contrôle, plus ou moins net, mais sous le contrôle de l'UNITA. Donc ce mouvement, dont on peut déjà dire qu'il est dirigé par Jonas Savimbi, qui va être un grand personnage de toute cette période. Et en fait, de là démarre une grande période d'enlisement, quoi. Enfin, c'est une guerre civile, en même temps, c'est pas une guerre civile très, très frénétique, mais il y a quand même une division du territoire, quoi. Il y a une division du territoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, le FNLA, qui était le premier mouvement, qui était en tête en 74, va pas disparaître, mais va se mettre en sommeil. Ça, c'est ceux qui viennent du Nord. Ceux qui sont dans le Cabinda et qui sont très liés aux intérêts zaïrois et pétrolifères dans l'exploitation du offshore. Et on peut émettre l'hypothèse qu'en fait, au Cabinda, il va y avoir un modus vivendi pour permettre l'exploitation du pétrole. Et finalement, le FNLA ne va plus jouer qu'un rôle très secondaire jusqu'à quasiment disparaître en fait, du conflit dans les années 80. Et à ce moment, il y a un acteur qui apparaît parce que effectivement, les Cubains triomphent, aident le MPLA, mais c'est pas tout rose et ça se fait pas sans difficulté. Et surtout, il y a une vraie peur que le communisme et l'idéologie communiste ne fassent tache d'huile en Afrique australe. Et il y a des gens que ça embête vraiment. En fait, c'est les Sud-Africains qui, au nord de l'Afrique du Sud, ont un glacis, d'accord, constitué notamment, on l'a parlé, par l'actuelle Namibie, qu'ils appellent South-West Africa, donc l'Afrique du Sud-Ouest, et des pays plus ou moins inféodés ou partenaires qui, en fait, les protègent. D'accord ? Et là, les Sud-Africains vont rentrer une première fois en 1976 dans le jeu avec l'opération Modulaire, et on va avoir une première rencontre entre troupes cubaines et troupes sud-africaines qui viennent aider l'UNITA. Et c'est là où l'UNITA, qui était un peu d'obédience marxiste à la fin des années 60, bascule complètement dans le camp occidental parce que ces bailleurs, via l'Afrique du Sud, sont des bailleurs occidentaux. Et on arrive dans les années 1980 à vraiment une logique qui est plus seulement la logique de la guerre d'indépendance, l'indépendance est acquise, qui est plus seulement une logique de guerre civile africaine, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui contribuent parce que l'ethnicisation de la société angolaise fait qu'il y a des gens qui se rangent plutôt du côté MPLA, du côté UNITA, des appartenances régionales, etc. Mais ça devient fondamentalement une logique de guerre froide par proxy, comme on dit, par groupe interposé. Et donc, on a du côté de la capitale du MPLA des Cubains, mais aussi parfois des Bulgares, des Est-Allemands, des conseillers venus d'un peu partout qui viennent équipés, armés, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir des Sud-Africains et puis les États-Unis. C'est la grande époque où les États-Unis, les années 80 sous Reagan, financent à tout va les programmes de contre-insurrection et anti-communistes, les Moudjahidines en Afghanistan, les anti-sandinistes en Amérique centrale, etc. Donc là, on est vraiment dans ce climat de la guerre redevenue plus tout à fait froide des années 1980. Tout à fait. En fait, on peut découper cette période des années 80 en deux parties. Il y a une période 80-85 qui est plutôt calme, et après la période qui nous intéresse plus sur la bataille de Cuito-Cuanavale, qui est la période 85-88. D'accord, et puis après 89, quand les troupes vont s'extraire du pays en bon ordre. Entre 80 et 85, en fait, il y a des incursions, notamment des forces spéciales sud-africaines, mais on voit qu'on est dans une situation un peu figée, et il faut voir qu'on ne l'a peut-être pas dit sur l'Angola,
en début des missions, mais en fait l'Angola est un pays utile parce qu'en fait il a été quand même, il y a eu un développement des infrastructures par les Portugais parce qu'il y avait un vrai boom économique à la fin des années 60. Donc il y a du rail, il y a de la route exploitable et donc les Cubains, dans les années 80, au début c'est 400 000 personnes, mais c'est plus du civil, du coopérant civil que du militaire à ce moment-là. Et donc jusqu'en 84, c'est plutôt calme et effectivement il y a cette situation de guerre larvée avec des incursions de l'UNITA qui vient du sud-est appuyées par des forces spéciales sud-africaines. De temps en temps on attaque les infrastructures pétrolifères offshore dans la Cabinda, mais attention parce que c'est des moyens en fait qui sont très protégés et des intérêts américains, donc c'est pas trop attaqué non plus. Et en 84, en fait, au milieu de l'année 84, il va y avoir un réveil, et c'est pas les Cubains qui vont le provoquer, c'est les Soviétiques. C'est les Soviétiques parce qu'ils en ont marre. C'est-à-dire, mine de rien, ils finançaient quand même un peu, ils soutenaient assez largement le MPLA, mais c'est le moment de la perestroïka, et c'est le moment où donc on commence à réfléchir à rationaliser un peu les moyens, et là, clairement, le MPLA sent que les Soviétiques vont plus être là forcément pendant très longtemps, donc c'est le moment d'essayer de se débarrasser de l'UNITA avant que les soutiens se tarissent, quoi. C'est ça, et en fait on est en 84 en Union soviétique dans un moment où en fait je pense que l'Union soviétique n'a pas conscience qu'elle va perdre la guerre en Afghanistan à ce moment-là, et je pense que peu de gens pouvaient dire que les Soviétiques, échoueraient en Afghanistan à ce moment-là, mais ils sentent bien qu'il va falloir faire des choses et classer les dossiers les uns après les autres. Et donc, les Soviétiques, ils mettent de l'argent sur la table et des moyens. Il y avait 10 conseillers soviétiques, une dizaine d'officiers de très haut rang à Luanda. En 84, ils mettent $1 milliard et 10 000 hommes. Ils referont la même chose en 85 et en 86, malgré l'état des finances soviétiques qui commence à se dégrader. Parce que pour sortir, ils consentent quand même à y mettre des moyens. Et ils veulent faire une série de grandes offensives dans la région dont vous avez parlé et qui nous intéresse, qui est le sud-est de l'Angola, qui est le Cubango. Et en fait, ils veulent faire des offensives de grand style en faisant de la manœuvre blindée. Le problème qu'ils ont en fait là-dessus, c'est que les troupes du FPLA, les forces populaires de libération angolaise, le bras armé du MPLA, ne sont pas formés suffisamment pour ça. Et donc, en 85, en 86 et en 87, toujours le même objectif, c'est-à-dire l'EPC de Jonas Savimbi à Movanga et les aérodromes qui permettent aux petits contingents sud-africains de rayonner là, ils ne les atteignent pas. 3 offensives de grand style, dont la plus grosse est celle de la fin de l'été 87, ne marchent pas et ils se cassent les dents. Et là, on va voir un retour des Cubains. C'est peut-être dire un petit mot de Savimbi et de l'UNITA. Enfin, préciser que, soutenu par le bloc occidental, etc., c'est pas des bisounours, c'est clairement un seigneur de guerre. S'il est financé par les diamants de conflit, il est soutenu par l'Afrique du Sud de l'apartheid. Par ailleurs, pour s'opposer à tous les mouvements indépendantistes de Namibie. Enfin bon, voilà, c'est ce genre de personnage que soutient l'Afrique du Sud et par l'Afrique du Sud, le bloc occidental à ce moment-là, quoi. Un personnage très particulier parce qu'effectivement, seigneur de guerre très dur, financé par des diamants de conflit, qui fait régner sa loi dans la région qu'il contrôle, et en même temps quelqu'un qui a fait ses études en Suisse et qui est donc très au fait de la façon dont il faut se conduire avec une chancellerie occidentale et de comment on négocie avec les Occidentaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut offrir un visage qui plaît à Ronald Reagan quand il est reçu à la Maison-Blanche en 1986. Dernier pion peut-être à présenter sur cet échiquier avant de rentrer dans les grands affrontements qu'on va évoquer, c'est Peter Botha, qui est le président de l'Afrique du Sud, une Afrique du Sud qui, on va dire, c'est le dernier président purement ligne dure apartheid avant les réformes de Klerk qui ont mis fin au système. Et Peter Botha, surnommé Gros Crocodile, Wikipédia me l'a appris, bien c'est quelqu'un qui a conscience que son État est en train de perdre la partie internationale, est en train d'être affaibli militairement, diplomatiquement, que l'apartheid est de plus en plus dénoncé, impopulaire. Mais du coup, sa carte à jouer, c'est finalement d'essayer de, quand même, via l'UNITA, maintenir autant que possible la souveraineté sud-africaine sur la région élargie des territoires qu'il contrôle comme l'actuelle Namibie, et puis essayer d'être ce bastion, ce rempart contre les forces révolutionnaires marxistes qui lui assurent, bon gré mal gré, le soutien des États-Unis et du bloc Ouest. Peter Botha, il a clairement à ce moment-là, donc dans les années 85-87, une série de problèmes
qu'il ne peut plus résoudre tout seul. En fait, il a un problème économique, c'est-à-dire que depuis la série d'embargos qui a été décrétée à la fin des années 70 pour cause d'apartheid, en fait, il n'arrive pas à faire d'exportation, donc sa balance commerciale est déficitaire, et puis du point de vue militaire qui nous intéresse ici, il n'arrive pas à importer d'armement. Ça veut dire l'Afrique du Sud fait son armement elle-même. Alors, il y a des pays ou des gens qui vont l'aider sous le manteau. Notamment, il y a des industriels qui ont des connexions avec Israël qui vont permettre aux forces sud-africaines de maintenir leur taux d'équipement et même d'innover et de fabriquer sur place. Mais ça veut dire qu'il faut tout faire. Ils ont des chars qui ressemblent quand même beaucoup aux Centurions britanniques, etc. Enfin, bon, c'est à eux, mais bon, on voit d'où ils les ont pris, quoi. C'est à eux, mais en fait, c'est du matériel qu'ils ont acheté avant l'embargo. Et du coup, nécessité faisant loi, ils créent des structures et ils ont des ingénieurs qui vont faire, par exemple, donc le char dont on parle, c'est l'Oliphant, qui est un pur produit sud-africain sur un châssis de Centurion. Mais un peu comme les Israéliens avaient été obligés de faire avec leur industrie de guerre après la guerre des 6 jours, et puis certains embargos, on pense au Kfir, qui est en fait un dérivé du Mirage. Et donc Botha, il a ce problème-là, et puis il a un problème de politique intérieure. Donc c'est de plus en plus difficile à l'intérieur aussi de maintenir l'apartheid. Et en 85, vous avez une série d'émeutes énormes dans les townships qui font que la loi martiale et l'état d'urgence sont déclarés en Afrique du Sud. Donc ça devient intenable, même pour quelqu'un qui vient de la ligne dure comme Botha. Est-ce qu'il y a des mercenaires comme il y en a dans beaucoup de conflits africains, dans cette période, dans la région, côté notamment sud-africain, UNITA? Alors, moi, je ne me suis pas trop intéressé au mercenariat. Moi, j'ai plutôt regardé ce qui s'était passé entre les forces sud-africaines et l'UNITA. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'après, il y a eu, dans les années 90, quand ces gens-là se sont retrouvés au chômage, pas mal de mercenaires. On peut préciser, c'est ce moment-là et ces aventures-là qui sont la genèse de l'immense business du mercenariat des Sud-Africains, parce que c'est tout à fait l'histoire de Blood Diamond, soit dit en passant. C'est tous ces anciens militaires, tous ces anciens forces spéciales qui allaient faire des coups tordus, mais pour l'État, qui se retrouvent à le faire. Oui, donc c'est plutôt ils vont apparaître après 89, parce que quand ils le font de manière endossée, entre guillemets, par l'État sud-africain. Un exemple, on parlait tout à l'heure de la Cabinda et des raids sur les installations pétrolières. Et ben ça, c'était fait par des forces spéciales sud-africaines. Ils se sont fait pincer début 84. Il y a une équipe en fait, qui a été déposée par un sous-marin au large de la Cabinda, sur les 9 équipiers, je crois de mémoire qu'il y en a 4 ou 5 qui se sont fait avoir, et ils avaient avec eux des sacs marqués UNITA pour faire croire que en fait, c'était l'UNITA qui avait fait ça. Donc clairement, les savoir-faire ont été mis en place à cette époque, mais l'exploitation par des sociétés militaires privées, elle a été faite plutôt dans les années 90. Avec la première d'entre toutes, va être le modèle notamment de Wagner, qui va être Executive Outcomes, qui est créé en 1989 par Eben Barlow, qui va être la mère de toutes les barbouzeries des années 90 en Afrique, mais vraiment fondée, qui a été forgée dans ce creuset des militaires sud-africains pendant les années 80. Là on parle d'une guerre méconnue. Voilà. Merci pour ces éclairages. Alors maintenant, si on passe vraiment à la bataille et à ce qui vient avant la bataille. Donc on l'a dit, c'est les Soviétiques qui veulent la grande offensive de style, et ils se prennent une tôle. Pourquoi et comment? Alors, les Soviétiques, donc, ils vont essayer plusieurs fois. Ils vont essayer 85, 86, 87. Déjà, premier truc, je connais pas du tout l'Angola, personnellement. Ça ressemble à quoi comme territoire? Je veux dire, est-ce que c'est des forêts denses ou les batailles de chars, c'est plus compliqué? Enfin, ça ressemble à quoi? Alors, l'Angola, c'est un pays alors que je connais pas personnellement, mais que j'ai pu étudier en carte, qui donc offre une partie côtière, et puis après dans le centre du pays c'est beaucoup de savane, et plus vous allez aller vers l'est et notamment le nord-est et le sud-est, plus vous allez avoir de végétation dense. Mais dans sa partie centrale, en fait, vous avez un réseau hydrographique très dense et de la plaine et de la savane, donc qui est exploitable par du véhicule blindé. Clairement, on n'est pas dans la jungle guyanaise, par exemple. Et donc, vous avez un terrain qu'on va qualifier de roulant, avec de la pénétrante, pour parler en termes militaires, qui vous permet d'avoir des axes d'approche de vos objectifs assez nombreux pour varianter.
et des rocades, qui sont donc les routes qui croisent ces pénétrantes, qui vont vous permettre de vous en sortir. Et puis vous avez une série de coupures humides, donc ce fameux réseau hydrographique qui vous permet de vous appuyer dessus à certains carrefours, comme celui de Cuito-Cuanavale, pour stopper l'ennemi et en faire des points clés pour peut-être relancer votre action ou arrêter celle de votre adversaire. Coupure humide, je vais préciser pour les auditeurs qui ne sont pas familiers du vocabulaire militaire, ça veut dire un fleuve ou une rivière, quoi. Exactement. Coupure humide, c'est s'il y a de l'eau. C'est ça. Donc ce sont les conditions qui créent la possibilité de la grande bataille qu'on va évoquer. Alors il faut peut-être dire, plusieurs commentateurs et vous aussi le signalez, que sur le continent africain, une bataille de blindés de ce style, on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Là, on va avoir un investissement en termes de moyens qui est sans précédent depuis une quarantaine d'années. Exactement. Le référentiel, c'est pour tous les commentateurs historiques, c'est l'Alamein 1942. Et là, en fait, l'offensive de 1987 qui s'appelle Saludando Octubre, en hommage donc à la révolution d'octobre, on voit bien que c'est les soviétiques qui sont à la manœuvre, c'est 8 brigades de combat, donc près de 15 000 hommes, avec 160 chars, principalement du T-55 et du T-62, des engins qu'on a plutôt l'habitude de voir postés aux frontières de l'ouest du pacte de Varsovie que dans ces contrées. Mais avec lesquels tout le monde est familier désormais grâce au conflit en Ukraine, puisqu'on les a vus ressortir un peu des garages. Mais alors, du coup, c'est ce que vous indiquez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande supériorité de l'UNITA et des Sud-Africains dans la bataille. Alors expliquez-nous peut-être cette supériorité tactique qu'on constate de fait à cette époque-là, dans la grande offensive soutenue par les Soviétiques, puis ensuite dans la contre-offensive qui va suivre par l'UNITA qui va progresser à son tour vers l'ouest. En fait, dans les objectifs qui sont donnés par les Soviétiques, les objectifs opératifs, ils sont bons. C'est-à-dire avoir la plateforme logistique... Opérative, je vais juste faire un toute petite parenthèse. L'échelle opérative, c'est une échelle qui est plus habituelle des militaires que des historiens, même si on essaie désormais de faire de plus en plus de l'histoire opérative. C'est cet échelon entre le tactique et le stratégique, c'est-à-dire entre ce qui se passe directement à portée d'homme au cœur d'une bataille et la grande stratégie régionale à long terme, etc., les grands objectifs de guerre. L'opératif, c'est entre les deux, c'est l'échelle plutôt de la campagne, c'est l'échelle de la grande série d'opérations. Et voilà, en l'occurrence, l'échelle opérative, c'est l'échelle de cette offensive-là, qu'est-ce qu'elle veut précisément comme but. Voilà. Avoir des objectifs qui empêcheront l'ennemi de manœuvrer derrière, c'est-à-dire de faire des mouvements ou des combats qui impacteront durablement notre écosystème. Voilà. Quand vous avez un objectif opératif, c'est ça. Et donc là, l'objectif, il est assez clair, c'est le poste de commandement de Savimbi, en tout cas la ville où il est, Mavinga, et l'aérodrome qui est pas loin de Mavinga, qui permet aux Sud-Africains d'avoir leur rallonge et d'amener leur matériel et de livrer leurs troupes et celles de l'UNITA en matériel. Donc l'objectif semble tout à fait cohérent si on veut supprimer la menace que constitue l'UNITA pour le MPLA dans le sud-est de l'Afrique du Sud. Là où ça se passe mal, c'est que tactiquement, en fait, comme les Soviétiques, ils ont réinvesti le théâtre que milieu fin 84, en fait, ils combattent pas avec les FAPLA, les Forces armées populaires angolaises, et donc ils sont soit à côté, soit derrière, peu souvent devant, et donc dès qu'il y a un blocage fait par l'UNITA et les SADF, South African Defense Forces, donc les forces de défense sud-africaines, eh ben, ça marche pas. Ça bloque parce qu'en face, vous avez un bloc combattant de l'UNITA et SADF qui est bien articulé, avec une bonne communication entre les chefs tactiques, et qui communique bien, et qui donc en défensive et après en offensive manœuvrent. C'est-à-dire qu'eux, ils savent bouger ensemble, ils parlent ensemble, ils mettent leurs appuis correctement en place, et là, ça marche bien. Et ça, en fait, les Cubains avaient prévenu aussi bien le MPLA que les Soviétiques que ça allait être un problème. Et ils étaient très bien renseignés. Mais les Soviétiques n'ont pas voulu écouter le renseignement cubain, même Fidel Castro qui l'a dit lui-même aux généraux soviétiques, et ils se sont entêtés à le faire. Qui commande concrètement Castro, des généraux soviétiques, des généraux cubains, des généraux angolais Est-ce que tout ce beau monde arrive à s'entendre? Est-ce qu'il y a une unité de commandement qui est quand même un truc globalement recherché quand on veut l'emporter? Eh bien non, c'est très intéressant de voir qu'en fait, il y a... les Cubains ne sont pas des proxys parfaits, en fait, on en a parlé tout à l'heure, des Soviétiques, mais il y a deux mondes qui coexistent vraiment, notamment au début des années 80, entre 80 et 85. En fait, il y a un contingent cubain qui fait sa vie, notamment du développement
qui capte de la ressource, qui s'occupe de former une partie des élites du MPLA. Et en fait, le contingent soviétique, quand il vient, il fait sa vie. Et quand il y a les campagnes de 85, 86 et celle de l'été 87, en fait, les soviétiques demandent de l'appui aux Cubains, de l'appui troisième dimension, donc des avions, d'accord, soit en supériorité aérienne, soit pour faire du close air support, donc du bombardement de cibles au sol. Mais c'est tout. Et en fait, les soviétiques se conduisent comme un allié ou un partenaire qui travaille à la tâche. Mais ils ne sont pas partie prenante du processus. Et à ce moment-là, il n'y a pas de troupes cubaines combattantes dans les combats menés par les soviétiques. Et entre Castro et, je ne sais plus si c'est encore Agostinho Neto qui est président de l'Angola, enfin voilà, entre les autorités angolaises et puis Castro, qui a la main dans cette affaire? Clairement, au début, c'est pas Castro. En fait, les Angolais n'étaient pas tellement d'accord non plus, en fait, avec le fait d'aller se faire massacrer 3 fois de suite, 85, 86, on se demande bien pourquoi. Mais en fait, comme c'est les Soviétiques qui payent, et je vous l'ai dit, ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont mis 1 milliard en 85, 1,5 milliard en 86. Ils mettent 10 000 hommes à chaque fois. Ils montent vraiment leur contingent. Et en fait, les Angolais sont obligés d'accepter ce que les généraux soviétiques leur disent. Et il va falloir le désastre de l'été 87 pour que les Cubains reprennent la main. Donc désastre et contre-offensive, c'est-à-dire l'UNITA, soutenue par les Sud-Africains, annihile mais en tout cas arrête l'offensive soviétique et ils font un mouvement retour et il y a une vraie... Alors ils sont quand même encore loin de Luanda, etc. Mais enfin en tout cas il y a quand même une vraie direction de progression pour les forces de l'UNITA et les forces sud-africaines. Et là, c'est là que les Cubains rentrent dans la danse à nouveau, et rentrent dans la danse pas comme soutien, pas comme conseil, pas etc. Non, ils envoient du monde, et ils envoient même énormément de monde, très rapidement, avec ce qui est quand même une certaine prouesse logistique, quoi. C'est ça. Et avec un accord des Soviétiques, en fait, quand les Soviétiques voient que ça marche pas, à l'automne 87, en octobre, Fidel Castro, qui en fait... Vous voyez, on a dit que c'était beaucoup un effort soviétique. Mais pour le monde, à cette époque, l'Angola, c'est un effort cubain. Et donc, Castro, en fait, sait qu'il a tout à perdre s'il ne reprend pas la main, en termes de réputation intérieure et extérieure. Parce que même si Cuba est une dictature, s'il perd la face en Angola, enfin si c'est un échec du monde soviétique en Angola, ça sera un échec de Castro aussi, et avec de très fortes répercussions. Donc, il dit aux Soviétiques, je vais reprendre la main en Angola. Les Soviétiques acceptent, se retirent, en tout cas au niveau de la planification militaire et des troupes engagées. Et là, tout de suite, les Cubains remettent 3000 hommes dans le chaudron et vont monter une opération qui s'appelle Aniversario 31, donc qui est en fait 31e anniversaire, mais 31e anniversaire en fait de l'épopée castriste de libération de l'île, en écho à Saludando Octubre, qui était une référence à la révolution d'octobre. Et là, en fait, les Cubains, ils vont faire deux choses. La première, c'est stopper l'hémorragie tactique à Cuito-Cuanavale, donc dans le sud-est, et tout de suite aussi commencer à partir du sud du pays et du port de Lubango, un mouvement opératif avec plus de moyens pour menacer le flanc sud des Sud-Africains et la frontière namibienne. Donc en gros, l'idée c'est que donc, les Sud-Africains, je ne sais pas si on en a suffisamment parlé, mais ils sont quand même très attachés à la Namibie. Enfin, toute cette affaire-là, c'est notamment pour priver les mouvements indépendantistes namibiens de leur base arrière en Angola. Et donc là se pose la question, l'idée c'est de provoquer un dilemme pour les décideurs sud-africains, c'est-à-dire déjà on vous stoppe, on en reparlera probablement de la bataille elle-même, mais on vous stoppe à Cuito-Cuanavale, mais surtout on vous laisse entendre que, après tout, ce ne serait pas si inimaginable que ça qu'on aille vous taper en Namibie même, et donc votre masse de manœuvre, votre masse d'hommes, il va falloir peut-être la mettre le long de votre frontière namibienne. On peut rappeler, soit dit en passant, que la Namibie n'est pas juridiquement totalement intégrée à l'Afrique du Sud. Enfin, c'est pas exactement le territoire sud-africain. C'est de fait contrôlé par l'Afrique du Sud. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, ce serait pas non plus juridiquement... Voilà, ils peuvent le faire. Ça pourrait être possible que les Cubains pénètrent en Namibie, puisque après tout, c'est débattu. Mais donc, l'idée, c'est arrêter et en même temps faire peser une menace sur la Namibie qui force les Sud-Africains à bien réfléchir avant de continuer à mettre des moyens dans l'UNITA, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, Castro et les généraux cubains voient en fait comment ça se passe entre octobre et décembre 87. C'est-à-dire que
Les soviétiques et les FAPLA, entre août et septembre 87, ont progressé difficilement jusqu'à l'est de la rivière Quito, donc et à l'est du point qui est central dans notre affaire, qui est Quito-Cuanavale. Et ils ont vu que derrière, en fait, les Sud-Africains sont engagés avec l'équivalent, ce qu'on aurait aujourd'hui une brigade interarmes, mais petite brigade interarmes, un battle group. À l'automne 87, ils ont arrêté soviétiques et FAPLA. Et tout de suite, ils se sont mis en retrait, les Sud-Africains, pour laisser l'UNITA devant. Et ça, même si l'UNITA est plus efficace que les FAPLA tactiquement, en fait, ça limite la portée des actions. Et ils le font plusieurs fois entre octobre et décembre 87, et les Cubains voient qu'il y a un problème, que les Sud-Africains n'exploitent pas leur victoire tactique et ils ne poussent pas, ils ne cherchent pas de chemin vers le cœur du pays, vers le centre de l'Angola et vers Luanda, vers le nord. Ils ne poussent jamais et dès qu'ils ont atteint leur but, c'est-à-dire stopper l'hémorragie ou gagner un gain tactique, ils laissent l'UNITA prendre le combat à leur compte. Ces affrontements de fin 1987, début 1988, à un moment où on a quand même déjà à l'ouest la figure de Gorbatchev qui semble très réformateur, il y a déjà eu, sauf erreur, le sommet de Reykjavik, il y a déjà eu, voilà, on est quand même en train de mettre en branle ce qui apparaîtra très bientôt comme la fin de la guerre froide. Comment c'est vu? Quel écho ça a? Est-ce que les gens se disent c'est la bataille de trop pour les Sud-Africains? Comment ça peut durer? Ou alors les Cubains, voilà, ils mènent quelque chose qui est de l'ordre de la libération, de la décolonisation en Afrique, voilà. Est-ce qu'on sait quel écho ça peut avoir à ce moment-là? À ce moment-là, c'est très compliqué pour les Sud-Africains, mais aussi pour les Cubains. Fidel Castro déteste Gorbatchev. Et en fait, autant il peut accepter les idées de réforme économique, autant ce que Gorbatchev fait avec la glasnost, la transparence, ça, Castro, pour lui, c'est une vraie menace, parce que si les Cubains demandent la même chose que ce que les Soviétiques sont en train de vivre, il sait que c'est une menace réelle pour son pouvoir personnel. Et pour les Sud-Africains, on en a parlé tout à l'heure, mais ça devient invivable. Depuis la fin des années 70, ils sont ostracisés en Occident, ils ont quand même une grosse classe moyenne blanche, aisée, qui a beaucoup plus de difficultés à voyager qu'avant, qui est regardé de travers. Et puis au sein de la société sud-africaine, il faut se rappeler de Johnny Clegg, le Zoulou blanc par exemple. Même les Sud-Africains eux-mêmes, toutes catégories ethniques confondues, commencent à se dire que l'apartheid, ça suffit. Donc, effectivement, en plus aller se battre pour ça, compliqué. D'autant plus que le contingent militaire sud-africain engagé en Angola est pour grande partie un contingent de conscrits. Donc, en gros, ça veut dire que si cette bataille avait eu lieu 15 ans plus tôt, à la limite, le succès tactique aurait pu être exploité de façon stratégique, de manière beaucoup plus ambitieuse. Mais là, c'est aussi politiquement, finalement, que la bataille de Quito-Cuanavale, elle a beau être réussie côté UNITA sud-africain, parce que militairement, tactiquement, on est assez habile. Dans un sens, ça tombe dans le vide, parce que la situation, enfin, le contexte fait que on est fondamentalement sur la défensive au plan géopolitique. Clairement, oui. Aller jusqu'à Luanda, je pense que ça n'a jamais été envisagé pour deux raisons. D'une, parce qu'il n'y avait aucune légitimité politique sur le plan régional et international à le faire. Et de deux, parce que économiquement, à ce moment-là, vous avez une dette qui a explosé en Afrique du Sud et vous avez une inflation de 65%. Donc personne en Afrique du Sud maintenant ne peut supporter cette guerre. Et on peut dire, il faut quand même donner leurs fleurs aux Cubains là-dessus, c'est-à-dire le fait que ce que vous indiquez, ce que vous analysez, c'est que c'est quand même une bataille, celle de Quito-Cuanavale, donc mi-janvier 1988, extrêmement bien menée, parce que, on peut préciser, ils ont 3000, 4000 hommes, c'est pas non plus de quoi envahir l'entièreté de l'Angola, hein, mais ils jouent sur, en gros, un savoir-faire défensif qui est réel, ils se disent, on va stopper, parce que vous l'avez dit, mais il y a deux objectifs. Il y a l'objectif de les stopper et il y a l'objectif de menacer le nord de la Namibie au sud-ouest. Et en gros, ils vont réussir à suffisamment bien calculer et à profiter de l'avantage du défenseur. Enfin, le fait qu'il y a toujours un avantage du défenseur, on le sait de plus en plus maintenant avec la guerre en Ukraine. Mais en gros, classiquement dans la littérature, on dit que pour prendre un endroit, il faut être à 3 contre 1. Donc, les Cubains, ils vont se retrancher à Quito-Cuanavale suffisamment pour stopper l'avancée des Sud-Africains et de l'UNITA. Et c'est ça, ce calcul bien fait, bien mené, ils ne vont pas chercher à démultiplier les forces-là, qui va permettre de libérer de la masse pour menacer le nord de la Namibie. Ça est effectivement très important. En même temps qu'ils défendent Quito, ils montent en gamme et en puissance dans le sud du pays.
et où ils amènent leur division d'élite, qui est la division d'élite cubaine, la 50e division, qui est une division blindée. Et en fait, ils la font monter en gamme. Alors, pas si discrètement de ça, parce que les Sud-Africains vont s'en apercevoir, mais quand ils s'en aperçoivent à la fin de l'année 87, il est trop tard. En fait, ils n'ont pas assez de pions de manœuvre pour s'occuper de Cuito Cuanavale et s'occuper de la menace du flanc sud qui arrive. Maintenant, ça a quand même coûté cher tactiquement aux Cubains si on rentre dans le cœur de la bataille, au début de l'année 87, notamment sur la phase janvier-février. Et donc, début de l'année 88, non début de l'année 88. Excusez-moi, début de l'année 88, les Cubains, en fait, n'ont pas encore réussi à bien réorganiser les lignes de défense à Cuito. Et c'est vraiment le sacrifice tactique des unités sur place. Il y a 3 assauts clés des Sud-Africains sur la ville de Cuito qui vont être faits. Et en fait, le premier, 13-14 janvier 88, en fait, il faut que ce soit des unités d'infanterie cubaine qui se sacrifient. On voit notamment un BM-21, qui est un orgue de Staline, qui tire en tir tendu sur les chars et les véhicules blindés d'infanterie sud-africains pour stopper l'hémorragie. Même chose. Donc, rappelons, c'est un lance-roquette. Normalement, il est derrière. Lance-roquette, normalement à longue portée. Normalement, en tir très parabolique, on cherche à taper loin. Là, ils s'en servent comme un lance-roquette à l'épaule, quoi. En tir direct. Et là, pour le coup, le système dictatorial étant connu pour être quand même quelque chose de très rigide et une abomination pour le libre arbitre et l'homme, il faut quand même dire que c'est Castro et non pas ses généraux qui réagissent. Et ils se fâchent avec Arnaldo Ochoa. D'ailleurs, ça coûtera plus tard la vie à Arnaldo Ochoa, puisqu'en 89, il tombera en disgrâce et il sera exécuté dans une sombre affaire. Et c'est Castro qui avait dit « il ne faut pas s'organiser comme ça, il faut réduire la ligne de défense ». Il avait regardé sa carte dans son bunker à La Havane et dit « vous êtes trop exposés ». Il n'est pas écouté le 13 janvier. Il y a cette histoire du BM-21 qui sauve en partie ses lignes. Et rebolote le 14 février, où là, c'est le bataillon de char T-55 cubain qui se sacrifie quasiment pour empêcher l'assaut. Et après ce moment-là, les généraux cubains laissent complètement la main à Castro et à son PC à La Havane pour redessiner la ligne. Et c'est vraiment Castro qui va redessiner la ligne de défense sur Cuito Cuanavale. Ce qui est quand même pas toujours le cas, qu'un chef lointain et qui n'est pas un militaire de métier. En général, quand on fait ça, quand Hitler fait ça depuis la tanière du Loup à l'Est, ça se passe très mal. En 40, voilà, ça se passe très mal. Là, 42, généralement, c'est toujours une très mauvaise idée, mais là, pour une fois, ça marche assez bien. Et là, c'est clairement, je pense, une exception qui confirme la règle, parce qu'il y a Jean-Luc Leleu qui a écrit, notamment dans Combattre en dictature, un exemple sur le débarquement en Normandie où en fait, c'est complètement l'opposé. On voit bien l'hérésie du commandement depuis la tanière du loup. Parce qu'on peut repréciser la réflexion qui est aussi celle de Jean-Luc Leleu, c'est qu'en fait, quand quelqu'un donne des trucs comme ça, déjà, il voit rien, il comprend pas, il n'est pas sur place. Et puis, quand c'est un pouvoir dictatorial extrêmement centralisé, en fait, tout le monde ment. C'est-à-dire, soit on ment en disant... on n'ose pas contredire. Ouais. Soit on ment en disant oui, bien sûr, on fait ça et on fait autre chose, mais du coup, c'est problématique si ça marche pas. Soit on ment, de toute façon, la dictature invite à la mauvaise remontée d'informations, ce qui est toujours un problème pour commander de loin. C'est ça. Mais là, en fait, on est quand même... Arnaldo Ochoa, c'est le général qui commande sur place les forces cubaines. C'est quand même un compagnon de route de Castro. Il était à 15 ans dans les colonnes de la Sierra Maestra. Donc lui, il ment pas à ce moment-là, Castro. Et donc, il lui donne quand même les bonnes informations. Et il y a une sorte de dialogue de commandement. C'est-à-dire que Ochoa fait ce qu'il a à faire. Il laisse faire ses commandants tactiques à Cuito Cuanavale des erreurs, mais il dit la vérité à Castro. Et donc, Castro a les bonnes remontées d'informations. Et lui, sur la carte, il voit que c'est pas bon. Donc ils se fâchent tous les deux, mais Castro ne limoge pas Ochoa. Il le laisse sur place et Ochoa restera jusqu'à fin 88, début 89 à la tête du contingent cubain. Et donc ça permet d'avoir une situation claire à Cuba, donc à La Havane, et de prendre les décisions à froid. Et clairement, dans la défense, ce qui est important, c'est la centralisation de l'information pour avoir la bonne image et prendre les bonnes décisions. Et là, elles ont été prises parce qu'il y a un raccourcissement des lignes. Castro refuse de quitter donc, la rive est de la rivière Cuito, mais il refuse aussi de quitter le village. C'est-à-dire qu'il raccourcit la tête de pont, il la sature en mine et en défense anti-aérienne, et là, il va avoir un bloc compact et qui tactiquement sera bien exploité par les FAPLA et les forces cubaines.
Si on dézoome maintenant un petit peu, à l'issue de ces affrontements, on l'a compris, qui sur le terrain ont tourné parfois au désavantage des Cubains, mais au plan stratégique plus global, ont montré que l'Afrique du Sud et l'UNITA finalement étaient en difficulté et étaient dans l'impasse. Si on dézoome, on peut voir que cette affaire, elle est aussi résolue à une échelle plus haute par l'intervention des superpuissances, par finalement des accords en disant maintenant que ça c'est fait, si Cuba retirait ses troupes, on pourrait envisager d'autres conséquences, la Namibie pourrait devenir indépendante, autrement dit. Il y a un règlement global dans la région, qui est un règlement à la fois militaire, politique, géopolitique. C'est aussi la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà, on a un moment, alors dans l'ordre, c'est compliqué à débrouiller, mais le résultat global, c'est quand même des évolutions de grande ampleur pour la région, y compris pour la fin de la guerre froide. Mais là, c'est un élément dont on n'a pas parlé encore, parce qu'on était dans la bataille. Mais donc, effectivement, il y a une vista opératif des Cubains avec cette histoire de fixer à Quito, menacer le flanc sud sur la frontière namibienne, mais il y a une vista stratégique du pouvoir cubain qui est donc de faire passer un gain stratégique, un gain politique par des accords. Et en fait, ça s'est servi à Castro sur un plateau par ce qu'on appelle les accords de linkage, qui étaient proposés par l'administration Reagan dès qu'elle arrivait au pouvoir, dès 81. Donc l'émissaire, c'est Chester Croker, un diplomate américain qui va en fait de 81 à 89 être à la manœuvre. Et au début, les Cubains ne veulent pas entendre parler d'accord. Et pourtant, c'est un accord qui est très bien construit parce que dès le début, les Américains avaient offert des solutions aux deux parties, c'est-à-dire négocier avec l'Afrique du Sud ce qu'on appelle un constructive engagement, que l'Afrique du Sud s'engage à revoir sa politique d'apartheid, mais pour revenir dans le concert des nations pleinement, et d'offrir l'indépendance à la Namibie si les troupes cubaines se retiraient. Au départ, Castro n'en veut pas. En plus, au début des années 80, on le comprend parce que finalement, il n'y a pas tellement de conflits, d'engagement, donc pourquoi il se retirerait ? Et finalement, en 87, là, on a vu qu'il y avait un point de blocage. Les Soviétiques en ont assez. Castro sait que si le monde soviétique perd en Angola, il a tout à perdre à l'intérieur comme à l'extérieur. Les Sud-Africains ont une économie exsangue et à l'intérieur, ça ne tient plus. Et donc, c'est le moment pour faire réémerger les accords de linkage. Et donc, au moment où Castro déploie son contingent, le même week-end, il fait un pas vers Chester Croker et son équipe pour réamorcer les négociations sur le linkage, donc la liaison entre le départ des troupes cubaines d'Angola et l'indépendance de la Namibie. Alors, cette indépendance de la Namibie, 1990, son officialisation, c'est l'occasion de rappeler que on est dans une histoire coloniale très particulière, parce que la Namibie, en fait, c'était avant le sud-ouest allemand, d'ailleurs, où l'armée allemande, avant la Première Guerre mondiale, s'était livrée à des pratiques génocidaires. Mais ce sud-ouest allemand était devenu, après la Première Guerre mondiale, un mandat de l'Afrique du Sud. Donc, en fait, c'était une colonisation, mais une colonisation très différente de celle des Britanniques ou des Français, où c'était des empires outre-mer, puisque là, c'était dans le prolongement de leur territoire. Donc, c'est à la fois de la colonisation et puis aussi une forme de zone d'influence géopolitique, mais c'est d'une certaine manière un des derniers actes de la décolonisation complète de l'Afrique, même si c'était une colonisation sous mandat, mais malgré tout, c'était un système colonial avec l'apartheid qui était en place. Un système colonial à contre-temps, un peu comme on a vu les Portugais qui ont raté la marche des 30 Glorieuses. Et bien là, les Sud-Africains en fait mettent un régime d'apartheid en place officiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Puis quand ils récupèrent un mandat sur les ex-colonies allemandes, en fait, ils n'ont personne à mettre en place. Il n'y a pas d'élite sur place, ou en tout cas, ils ne veulent pas le faire. Et ils sont dans une logique, en fait, très 19e siècle, si on fait un parallèle rapide, d'exploitation du territoire. En plus, ça tombe bien, c'est un territoire qui est dans la continuité du leur. Et donc, ils sont à contre-courant de l'histoire. Et déjà, à l'époque, même sans les moyens de communication actuels, l'information circule. Et les masses, quelles qu'elles soient, s'éduquent. Et donc, ça a tenu 35 ans. Nelson Mandela est libéré en 1990. Première visite officielle, avant son élection, mais première visite officielle en tant qu'homme libre et comme politique maintenant reconnu, c'est à Cuba. Ah là, c'est l'exploitation de la guerre informationnelle dans le haut du spectre. Fidel Castro fait main basse sur le personnage de Nelson Mandela, clairement, et alors que l'Union soviétique et le monde soviétique est pas loin de s'effondrer, on est en 1990, ça a fait un coup d'éclat énorme. Et d'ailleurs, Nelson Mandela dit à la Havane, c'est grâce à l'action cubaine et à Quito Cuanavale que l'apartheid se termine.
alors que Oui, il y a quelques autres facteurs. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Pour autant, on peut dire que c'est une histoire qui se termine pas là. Enfin, ça se termine là pour les grandes puissances et grandes puissances adjacentes, mais il y a quand même un conflit sur place, il y a quand même des tensions, et la guerre civile, elle s'arrête pas là. Elle s'arrête pas parce que les Cubains et les Sud-Africains partent, et ça dure encore presque 15 ans, en fait, jusqu'à la mort de Jonas Savimbi, mais en 2002, quoi. Ouais, Jonas Savimbi qui mourra les armes au poing. Hein. Donc dans son PC, dans sa zone refuge du sud-est de la Namibie. Eh ben, merci beaucoup, commandant Julien. Je vous en prie. Je rappelais votre article qui est très bien, mais qui n'est pas encore publié. On le dira quand il sera publié, mais on peut signaler qu'il y a aussi un excellent article dans la revue de défense nationale d'Anthony Léger, dont on mettra le lien dans la description de l'épisode. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Lehez et distribué par Binge Audio. On vous rappelle que, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres retours, d'autres guerres oubliées, les suggestions sont toujours ouvertes. Autre période aussi, pas que de la contemporaine. À qui le dites-vous, André? À qui le dites-vous? Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.